Alors, on va continuer notre présentation de Bitcoin. Donc, on a vu que Bitcoin était très efficace pour concurrencer les paiements bancaires, parce qu'un paiement bancaire est final après plusieurs jours. Et la finalité d'un paiement Bitcoin, c'est après 6 blocs, en principe, on dit, pour être sûr qu'une transaction est irréversible. Donc, c'est très bien pour faire des paiements internationaux, donc, ou pour faire des paiements en ligne. Mais si vous voulez payer votre baguette, vous n'allez pas attendre 1 heure ou 6 blocs que votre transaction soit valide pour que votre commerçant vous remette le bien. Et c'est là que le Lightning Network intervient. Donc j'ai 3 intervenants ici de haute qualité qui connaissent très bien tous les problèmes de Bitcoin et de scalabilité et qui travaillent sur des solutions justement pour permettre de pouvoir faire des millions de transactions par seconde instantanées pour très peu cher. Donc je vais déjà laisser les intervenants se présenter et on va discuter un petit peu du Lightning Network. Bon, bah, toujours Bastien qui travaille chez A5 sur le protocole du Lightning Network. On fait partie des fondateurs du réseau et avec d'autres entreprises et d'autres contributeurs externes, on travaille à développer le réseau Lightning. Bonjour à tous, Adrien, je travaille chez Starknet et on essaye de scaler Bitcoin d'une manière différente du Lightning Network. Ça marche déjà sur Ethereum et on essaye de porter ça sur Bitcoin. Bonjour, Antoine Riard, développeur sur Lightning et Bitcoin. Et voilà. Donc Bastien va commencer par une petite présentation de qu'est-ce que Lightning Network. Et ensuite, on aura Adrien qui va vous présenter aussi sa solution pour scaler Bitcoin avec Starknet. Et on pourra en débattre et en discuter tous ensemble juste après. Voilà. Alors, le réseau Lightning, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vais rester un peu plus haut niveau. Le but, c'est juste de d'expliquer à haut niveau comment ça fonctionne, ce que ça résout comme problème. Parce que déjà, avec vos questions, on voit que vous voyez déjà les limites de Bitcoin comme moyen de paiement pour les paiements du quotidien. Pourquoi est-ce qu'on arrive à construire des réseaux comme le réseau Lightning qui réussissent à régler ces problèmes? Quel trade-off on fait là-dedans? Et voilà, mais ça, je vais rester assez haut niveau. Donc d'abord, les limites de Bitcoin. En fait, déjà dans Bitcoin, il y a un bloc environ toutes les 10 minutes. Ça, le système, ça fait partie du logiciel Bitcoin d'adapter la difficulté. Si vous étiez là à mes présentations d'avant, d'adapter en fait le nombre de boules gagnantes parmi les boules perdantes dans l'algorithme de Proof of Work pour que, en moyenne, on trouve un bloc à peu près toutes les 10 minutes. Dans un bloc, il y a la place pour environ entre 4000 et 5000 transactions. Pas plus, ça dépend un peu du type de transaction, du nombre de pièces qu'elle dépense, du nombre de pièces qu'elle crée en sortie. Mais c'est l'ordre de grandeur historique. Donc ça fait qu'en moyenne, on peut faire environ que 7 transactions par seconde sur Bitcoin contre des dizaines de milliers de transactions par seconde sur Visa. Donc en fait, cette transaction par seconde, ça ne permet pas de supporter l'écosystème de paiement mondial. Ça exploserait en vol hyper rapidement. Et pourquoi ces limites? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire tout simplement des blocs plus gros ou des blocs plus souvent que toutes les 10 minutes? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ces solutions simples, elles ne fonctionnent pas en fait? Hop là, allez-y. Pas vraiment. C'est pas tant la sécurité, c'est plutôt que l'objectif, enfin si, indirectement c'est la sécurité, c'est que l'objectif c'est que pour que Bitcoin fonctionne, le but de Bitcoin c'est d'être décentralisé, que n'importe qui puisse prendre un ordinateur qui ne coûte pas des milliers d'euros, télécharger la blockchain et tout vérifier. Et donc en fait, la limite de un bloc qui fait quelques mégaoctets toutes les 10 minutes, ça garantit que la taille de la blockchain, vraiment sur votre disque dur, elle ne croît pas trop vite et elle croît moins vite que la capacité des disques durs qui coûtent pas cher et que le grand public peut se permettre d'acheter. Donc en fait, le but de ces limites, c'est de garantir que tout le monde va être capable, sans que ça coûte très cher, de participer au réseau Bitcoin. Alors, et donc un truc qu'on n'a pas décrit dans la présentation précédente et qui est très intéressant avec Bitcoin et qui n'existe pas dans les autres monnaies, c'est qu'en fait, Bitcoin est programmable. Quand on disait à chaque fois, j'envoie des Bitcoins à Bob ou à Alice, c'est qu'une seule des nombreuses manières d'envoyer des Bitcoins. En fait, on envoie des Bitcoins à un ensemble de conditions qui peuvent être réalisées par une ou plusieurs personnes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'envoyer des bitcoins, par exemple, de créer une transaction qui envoie des bitcoins à Jean-Paul ou Micheline. N'importe lequel des deux est capable de dépenser ses bitcoins derrière. Ou alors Jean-Paul et Micheline. Il faut que tous les deux, ils utilisent leur wallet et ils donnent une signature cryptographique pour dépenser ces bitcoins. Ou aussi
rajouter des contraintes de temps dedans. Envoyer des bitcoins à Jean-Paul, mais il ne peut pas les dépenser avant 2 semaines. Ou alors à Jean-Paul, pas avant 2 semaines. Ou alors Micheline, n'importe quand. Et donc en fait, il y a tout un langage de script qui permet d'exprimer des conditions comme ça de dépenses et qui permet d'envoyer de l'argent à des choses plus intéressantes, plus complexes que juste envoyer à une personne. Et c'est ça qu'utilisent ensuite des réseaux comme le réseau Lightning ou d'autres réseaux pour créer des choses un niveau au-dessus de Bitcoin qui permettent d'utiliser Bitcoin mais plus efficacement. Donc je vais vous présenter le réseau Lightning parce que c'est sur ça que nous on travaille depuis 2015. On le présente en général comme le réseau Visa de Bitcoin parce qu'en fait ça utilise Bitcoin mais ça se met un peu comme une couche au-dessus. C'est un réseau de paiement au-dessus qui utilise Bitcoin, qui vous permet de transférer ces Bitcoins mais sans faire vraiment de transactions dans la blockchain à chaque fois. L'idée pour ça, c'est de créer ce qu'on appelle un canal de paiement. Alice et Bob, s'ils veulent ouvrir un canal de paiement entre eux parce qu'ils savent qu'ils vont régulièrement faire des paiements l'un vers l'autre. Par exemple, vous et votre boulanger, vous savez que vous allez tous les jours chez votre boulanger, vous voulez régulièrement vous faire des paiements. Vous pouvez vous dire, au lieu de tous les jours de faire une transaction Bitcoin, on va faire une fois, un jour, une transaction Bitcoin plus grande que ce que je veux acheter aujourd'hui pour créer un canal entre nous deux. Donc là, Alice et Bob, par exemple, ils prennent chacun, Alice, elle prend un coin de 0,5 Bitcoin de chez elle, Bob, un de 0,7 Bitcoin de chez lui, et ils font une transaction qui envoie le total vers Alice et Bob. Il faut qu'ils soient tous les deux d'accord derrière pour dépenser ces Bitcoins. Et donc au début, comme ils sont tous les deux d'accord, ils savent que dans ce 1,2 Bitcoin, il y en a 0,5 qui sont à Alice et 0,7 à Bob. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent, sans passer par la blockchain, se dire, tiens, maintenant, si je veux t'envoyer 0,2 Bitcoin, on change juste dans notre registre, à juste nous tous les deux, dire que sur ces 1,2 Bitcoin, maintenant, il y en a 0,3 à moi et 0,9 à toi. Je t'ai envoyé 0,2. Et à ce moment-là, ils n'ont pas eu besoin de faire une transaction sur la blockchain, mais ils sont quand même transférés des Bitcoins. Et la façon techniquement dont ça marche, elle est un peu compliquée derrière. On crée des transactions Bitcoin qui potentiellement pourraient être mises sur la blockchain, mais qui ne le sont pas tant que tout le monde est honnête. Mais en fait, ça permet quand même de se transférer des Bitcoins sans avoir vraiment fait une nouvelle transaction Bitcoin. On en a fait une au début pour créer ce canal de paiement de 1,2 Bitcoin, et ensuite on peut s'échanger des Bitcoins dedans sans jamais retoucher la blockchain. Et c'est ça le concept de base du réseau Lightning. Donc en fait, il faut vraiment penser que c'est ensuite plein de gens qui créent des canaux de paiement entre eux. À chaque fois qu'ils créent un de ces canaux de paiement, là pour le coup, ils font une vraie transaction dans la blockchain, mais ils la font une fois, et ensuite ils peuvent utiliser ce canal de paiement potentiellement à l'infini. Et ensuite, il faut imaginer que ça fait vraiment un réseau de canaux interconnectés. C'est vraiment comme des tuyaux. Si Robert a un canal avec Micheline et que Micheline a un canal avec Thérèse, en fait, Robert, il peut envoyer de l'argent directement à Thérèse à travers ces canaux. Il va envoyer à Micheline, qui va relayer à Thérèse. Et en réalité... Ah oui, si j'ai après une slide. Et comme les paiements, ils passent juste à travers ces canaux parmi les personnes qui ont créé ces canaux, mais sans jamais vraiment toucher la blockchain, c'est plus privé, parce que là, on n'a pas de transactions écrites sur la blockchain à chaque fois, et surtout, ça évite de mettre nos transactions du quotidien dans la blockchain. On a juste une fois créé un canal de paiement avec quelqu'un, un organisme chez qui on va souvent, ça pourrait être un Amazon, ça pourrait être notre boulanger, ça pourrait être le café à côté de chez nous, et ensuite, à travers ce canal, on va trouver des chemins pour aller payer les différentes autres personnes auxquelles on est connecté, auxquelles ils sont connectés. Et en pratique, ça marche exactement comme Bitcoin. Vous installez aussi exactement un portefeuille. Les screenshots, c'est les mêmes que celui d'avant, parce que ça, c'est le portefeuille que nous, on développe, qui fait à la fois Bitcoin et Lightning, même s'il est plus orienté sur Lightning, parce que pour les paiements du quotidien, ça coûte moins de frais de transaction, c'est plus rapide et c'est plus privé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, vous pouvez avoir des stats sur Lightning sur Internet. Sur le même site que celui sur lequel vous pouvez consulter la blockchain, mempool.space, il y a aussi un onglet Lightning Network qui vous montre là, le petit graphe mondial avec les points et les traits. Tous ces traits-là, c'est des canaux de paiement qui sont actifs, qui sont publics. Et tous les points, c'est l'adresse IP de l'ordinateur qui a ouvert des ordinateurs entre lesquels sont ouverts ces canaux de paiement. Ça ne donne pas leur identité, c'est juste vraiment l'adresse IP de dans ce data center, il y a un ordinateur qui a ouvert un canal de paiement avec, dans cet autre data center, un autre ordinateur. Et ensuite, quand on veut payer quelqu'un, il suffit de trouver un chemin à travers ces canaux pour envoyer l'argent. Et cette fois, sans passer par la blockchain. Et en fait, ça, c'est une des manières d'utiliser tout ce système de script Bitcoin
intelligemment pour rendre plus efficaces les paiements Bitcoin, mais potentiellement, il y a plein d'autres manières, et il y a justement plein d'autres projets qui essayent d'autres approches pour permettre de faire des paiements Bitcoin qui ne vont pas à chaque fois entrer dans la blockchain et qui donc seront moins coûteux, plus efficaces, plus rapides, potentiellement plus privés. Et donc là, je passe la main à Adrien qui va vous présenter un de ceux-là, Starknet. Merci. Donc, moi, je vais essayer, du coup, maintenant de un peu critiquer Lightning, mais il faut reconnaître la beauté du réseau. Il a surtout le mérite d'exister, d'être techniquement valable aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est un peu plus théorique dans le sens où on arrive à utiliser la technologie Starknet sur d'autres réseaux comme Ethereum, que vous avez probablement entendu parler, qui sont dits un peu plus expressifs, c'est-à-dire que le langage de programmation que Script, que Bastien a mentionné, c'est différent sur Ethereum, ça permet de faire plus de choses. Donc on arrive à faire ces choses sur Ethereum. On essaie de les faire sur Bitcoin, c'est plus compliqué, donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment notre drive aujourd'hui, de faire sur d'autres blockchains la même chose sur Bitcoin. Et donc, Starknet, donc, pour revenir à Lightning, vous avez compris, Lightning, c'est un réseau de canaux. Donc, ce n'est pas une blockchain. Bitcoin, c'est une blockchain. Il y a des blocs avec des transactions dedans. Lightning, c'est pas ça. Lightning, c'est plein de canaux. Et ensuite, on trouve son chemin dans ce graphe et pour finalement payer la personne qu'on veut payer. Mais il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de bloc dans Lightning. Il n'y a que des transactions comme ça qui vivent entre des canaux. Et de ce point de vue-là, c'est quand même très, très différent de Bitcoin et de Starknet. Starknet, c'est vraiment une autre blockchain. Donc de ce point de vue-là, c'est comme Bitcoin, parce que tous les concepts qu'on a parlé de transactions dans de blocs, ça, c'est valide sur Starknet. C'est juste que les règles du jeu, c'est-à-dire le code et voilà, les règles du jeu, dans le sens où les gens qui utilisent Starknet s'accordent à faire des choses différemment que sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, on a dit les règles du jeu, c'est proof of work. Donc on doit miner, on doit gagner le petit puzzle, et on a juste la difficulté toutes les 2 semaines. Je ne sais pas si tu en as parlé, ça. Vite fait, ok. Donc toutes les 2 semaines, pour qu'on garde un bloc toutes les 10 minutes en moyenne, on a juste la difficulté du minage. À l'époque de Satoshi Nakamoto, c'était super facile de miner, étant donné qu'il n'y avait que lui qui minait. Il y a des gens, peut-être ici présents dans la salle, qui ont réussi à miner du Bitcoin il y a très très longtemps sur des ordinateurs ou voilà, des petites machines. Aujourd'hui, miner du Bitcoin, ça demande des data centers. Bon. 10 minutes en moyenne, et on a dit Bitcoin Script, c'est ce qu'on peut faire. J'envoie à quelqu'un, j'envoie à 2 personnes ou une personne dans 2 semaines, mais c'est assez limité. Voilà, les règles du jeu, les règles informatiques de Bitcoin Script, elles sont limitées, et c'est une très bonne chose. Donc ça permet de ne pas faire n'importe quoi, ça permet de faire certaines choses très bien, mais c'est limité. Donc les règles du jeu de Starknet, c'est un peu comme Bitcoin, sauf que on a choisi Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en jeu de l'argent, d'agir de manière valide de point de vue du réseau. Si on est malhonnête, on prend cet argent. Le mineur, aujourd'hui, Bastien a expliqué, le mineur, s'il fait un bloc invalide, le réseau rejette le bloc, le mineur, il ne perd pas d'argent. Il le perd dans le sens où il ne va pas avoir le reward pour ce bloc. Mais ce n'est pas comme si le mineur, il avait a priori ou au préalable donné de l'argent pour avoir le droit de participer. Vous pouvez, n'importe qui, et c'est ça c'est une très belle propriété de Bitcoin, tout le monde peut devenir Bitcoin demain mineur s'il le veut. Sur Starknet, c'est pas pareil, c'est du proof of stake, donc il faut d'abord mettre en jeu de l'argent. Si on se comporte pas de manière valide, le réseau va vous slasher, va vous prendre cet argent en disant pas bien. Voilà. Pour le block time, donc du coup Bitcoin, bon, c'est assez ancien, c'est toutes les 10 minutes. On sait pourquoi Bitcoin n'a qu'un bloc toutes les 10 minutes, c'est pour que tout le monde puisse avoir la blockchain sur un ordinateur, sur son ordinateur potentiellement. Sur Starknet, on n'a pas fait ces choix-là, donc on a fait un bloc plutôt toutes les 10 secondes et bientôt toutes les 2 secondes dans une prochaine upgrade. Le truc, c'est que sur un ordinateur, c'est plus dur à faire tourner du coup. Mais
encore une fois, c'est des choix de design qu'on fait pour des raisons différentes que je vais vous expliquer. Et enfin, on a un autre langage qui permet de faire plus de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des smart contracts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Script, c'est déjà un langage de programmation de smart contract. C'est juste le niveau de smartness, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de choses avec d'autres langages. Mais... Ce qui n'est pas totalement vrai avec BitVM. Pardon ? Ce qui n'est pas totalement vrai avec BitVM. Ah oui, oui. Bon, on reviendra à BitVM après. C'est un autre rabbit hole. Donc ça, c'est... Voilà, donc les règles du jeu sont différentes, mais Starknet, c'est une blockchain comme Bitcoin, alors que Lightning, c'est pas vraiment une blockchain. C'est juste un graphe de channel, de canaux. Et Starknet, c'est que un layer 2. C'est une technologie qui a pour but, sa raison d'être de Starknet, c'est que de scaler une autre blockchain. Bitcoin, c'est ce qu'on appelle un layer 1. Ethereum, c'est ce qu'on appelle un layer 1. C'est des chaînes qui existent par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on télécharge Bitcoin, on fait tourner Bitcoin. On télécharge un client Ethereum, on fait tourner Ethereum. Elles existent. Le reste du monde peut s'arrêter. Ces chaînes, elles existent et elles définissent leur environnement d'existence. Starknet, il existe seulement en rapport avec une autre chaîne. Voilà, c'est comme ça. C'est un choix technologique. C'est parce que notre but, en fait, quand on se passe d'un point de vue de Starknet, notre but, notre raison d'être, c'est de prouver qu'on s'est exécuté correctement à quelqu'un d'autre. Et donc, dans ce paradigme, il faut qu'on prouve ça à quelqu'un. Et aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est Ethereum. Donc, on prouve à Ethereum que Starknet s'exécute correctement, ce qui rend Starknet valide et qui donne à Starknet son existence. Et comment on fait ça ? Donc, nous, on s'exécute. Vraiment, vous imaginez comme Bitcoin. On s'exécute, mais bon, nos transactions répondent à d'autres règles du jeu que Bitcoin, mais on s'exécute. Donc, on fait des transactions dans des blocs, tout pareil. Sauf que on a quelqu'un qui n'existe pas sur Bitcoin, on a un prover. Donc ça, c'est juste un programme informatique qui tourne sur des énormes machines dans le cloud et qui prend tous ces blocs. Donc imaginez on fait des blocs toutes les 10 secondes, on en prend, je sais pas moi, une centaine, une millier, comme ça. On demande au prover, gentil prover, est-ce que tu peux me générer une preuve mathématique qui prouverait que les règles du jeu ont été respectées par tous ces blocs ? Je vous passe les mathématiques derrière, même moi je ne les comprends pas. C'est comme les mathématiques derrière, les fonctions de h sur Bitcoin, etc., les courbes elliptiques. Faut faire confiance aux mathématiciens derrière pour que ces maths sont on va dire, oui, on peut les utiliser de manière safe. Et donc cette preuve, en fait, on envoie cette preuve, donc là, au layer 1, donc au Bitcoin ou Ethereum, pour que le layer 1 vérifie que cette preuve est valide. Et encore une fois, toute la raison d'être de Starknet, c'est de scaler l'exécution d'un autre layer, parce que c'est toute la beauté des maths qui se cache derrière la preuve, c'est que de vérifier cette preuve, ça prend très peu de temps, alors que réexécuter toutes les transactions qui se sont passées sur Starknet par le layer 1 aurait pris des minutes, des heures, des jours. Voilà. Toute l'idée, c'est de dire, au lieu de réexécuter, donc pour en revenir à Bitcoin et tous les réseaux de nœuds avec Jean-Luc, Micheline, etc. Un nœud Bitcoin, quand il reçoit des blocs, il réexécute le bloc. C'est sa seule manière de vérifier que c'est valide. C'est sa raison d'être en tant que nœud. Je vérifie sans cesse la validité de chaque nœud. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière aujourd'hui sur Bitcoin, c'est de le réexécuter. Et donc, le réseau Bitcoin, toutes les transactions sur Bitcoin, tous les blocs sur Bitcoin sont réexécutés autant de fois qu'il y a de nœuds. D'accord ? Alors que sur Starknet, on dit, on exécute une fois, ensuite on prouve qu'on s'est exécuté correctement, et ensuite on demande aux gens de vérifier cette preuve. On arrête de demander aux gens de réexécuter. Parce que, encore une fois, nous, notre but, c'est de faire énormément de transactions, et donc si on demande à tout le monde de réexécuter toutes ces transactions, ça prendrait beaucoup trop de temps.
Donc c'est comme ça qu'on pense qu'on arrive à faire ça sur Ethereum et qu'on espère qu'on va arriver à faire ça sur Bitcoin. Exécuter énormément de transactions et ensuite seulement demander à des gens de vérifier que cette exécution s'est passée de manière correcte. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Starknet? Donc ça, c'est sur Starknet tel qu'il existe aujourd'hui en scalant Ethereum, mais ce qu'on pourrait faire si on arrive à scaler Bitcoin demain. Donc c'est de l'instantanéité, comme sur Lightning, des transactions, voilà, même si le bloc il est de 10 secondes, en fait, on peut considérer il y a des moyens de faire des transactions instantanées. On peut faire des protocoles au sens DeFi, c'est-à-dire qu'on peut coder de l'emprunt, des pré-emprunts, on peut faire des swaps, enfin. Ce qui permet, par exemple, ce dont on parle souvent, c'est on vit dans un monde aujourd'hui où souvent, vous avez encore besoin de l'euro pour vivre, mais peut-être que vous commencez déjà à épargner en Bitcoin. Et si vous voulez un moyen de ne pas vendre son Bitcoin et de continuer à vivre dans une société qui marche encore essentiellement avec du fiat, c'est d'emprunter de la fiat face au Bitcoin. Ça permet de... En plus, il y a des je crois que d'un point de vue de taxes, du profit, etc., c'est intéressant. Donc le but, c'est j'emprunte des fiat face à mon Bitcoin. Et comme ça, je possède encore mon Bitcoin. Donc ça, c'est des protocoles qu'on peut faire sur des chaînes un peu plus expressives que sur Bitcoin. On peut aussi coder des protocoles pour rendre les transactions un peu plus anonymes. Encore une fois, voilà, le but, c'est une blockchain, souvent par définition, c'est assez public. Alors, c'est très dur, c'est compliqué de mettre une identité d'une personne derrière une adresse. Mais encore une fois, il y a des entreprises dont le business, c'est de faire ça. Et c'est des entreprises qui gagnent énormément d'argent. Elles vont essayer de mettre une identité, soit personnelle, soit d'une entreprise, derrière des adresses Bitcoin, et elles revendent ces données souvent au système judiciaire, police, etc. Et il y a encore du latin. J'ai dû me planter. Voilà. Bon, ça arrive. C'est que tout est possible. Alors en vrai, qu'est-ce que j'aurais vouloir dire? Non. C'est déjà pas mal. De la privacy, de l'instantanéité et des protocoles pour pouvoir, s'il faut malheureusement encore avoir des euros, en emprunter. On peut, alors, non, on peut pas encore comparer à des Monero, mais bientôt, ouais. Le but, ouais. Ouais. Donc alors, ça dépendra du protocole sur Starknet. En fait, Starknet ne va pas offrir la privacy comme Monero par défaut. Enfin, même sur Monero, c'est un opt-in. Mais sur Starknet, ce sera une couche de protocole d'application. Donc, il y aura des applications qui te permettront d'être privé si tu le veux. Mais ce ne sera jamais dans le protocole. On peut revenir là-dessus. Si ça t'intéresse. Pardon ? Juste une question, c'est par rapport en fait au niveau des frais. Ouais. On a connu avec par exemple les ordinals des frais de transaction qui étaient élevés. Sur Ethereum, vous avez fait baisser les frais au contraire. Ouais. Est-ce que vous allez réussir à le faire ou vous allez faire augmenter en fait sur le Bitcoin par exemple si je transfère que du Bitcoin par rapport à Starknet? Est-ce qu'il y aura une économie ou bien vous allez faire au contraire augmenter les frais? Alors, tu parles des frais sur Starknet ou sur Bitcoin ? Je dirais sur Bitcoin. Pour le Ouais. Alors, donc, comment ça marche d'un point de vue des frais ? Donc, on a un layer 1 comme Bitcoin. On va prendre Bitcoin. Bitcoin, il y a un système de frais pour avoir de la priorité sur ta transaction. Donc, si tu veux que ta transaction soit dans le prochain bloc, tu vas devoir payer marginalement plus que si tu veux, si tu as le temps qu'elle soit dans 3 ou 6 blocs. Cette règle économique, elle est purement drivée par le fait que les mineurs sont des profit maximalistes. D'accord ? Donc ils vont sans cesse, souvent, prioriser les transactions qui ont plus de frais. Starknet, pour exister au-dessus de Bitcoin, il va avoir besoin de faire quelques transactions, mais pas tant que ça.
Donc, aujourd'hui, par exemple, sur Ethereum, on demande à Ethereum de travailler seulement toutes les 12 heures. Tu vois, pour vérifier ces preuves dont je parlais, on demande à Ethereum de faire ça toutes les 12 heures. Donc, notre impact Starknet sur les frais Ethereum sont très marginaux. Tu vois. Donc, et sur Bitcoin, on peut probablement faire un parallèle similaire. C'est-à-dire que Starknet va demander, si un jour c'est possible, encore une fois, il y a des conditions, si un jour c'est possible de vérifier ces fameuses preuves sur Bitcoin, on ne va pas demander de le faire à toutes les transactions. Parce qu'en fait, on perd l'avantage économique de seulement le demander toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures, enfin bon, peu importe. On demandera périodiquement à Bitcoin de vérifier que Starknet s'est exécuté correctement. Mais le but, c'est pas de le demander trop souvent, parce que si on le demande trop souvent, Starknet, en tant que réseau, va devoir payer des frais de transaction que nous, du coup, on va impacter à nos utilisateurs. Tu vois. Donc, l'idée, c'est que si un jour Bitcoin permet à Starknet d'exister au-dessus de Bitcoin, Starknet va devenir un nouveau client pour les mineurs, dans le sens où ces transactions de vérification de preuves n'existent pas aujourd'hui. Donc, toute chose égale par ailleurs, demain, avec Starknet, les mineurs ils vont gagner plus, mais ils ne vont pas gagner beaucoup plus. Après, c'est toujours... on rentre dans des considérations économiques, où si, par exemple, parce que imaginons, encore une fois, qu'on met à jour Bitcoin pour permettre à Starknet d'exister et que ça... disons que les règles du jeu économique changent de telle sorte que, je sais pas moi, le monde entier, imaginons, prenons le cas extrême, le monde entier, 7 milliards, allez, 5 ou 6 milliards sans les enfants, commence à interagir sur Starknet, parce que le use case, c'est vraiment le paiement. Tu pourras toujours continuer à utiliser Bitcoin pour la partie sauvegarde, voilà. Mais si les gens commencent à utiliser Starknet comme ils utilisent Visa aujourd'hui, potentiellement, oui, Starknet va devenir ou Starknet ou n'importe quelle technologie comme Starknet va devenir un utilisateur important de Bitcoin lui-même. Ça, c'est vraiment... on passe sur une considération économique de qui va demander... Enfin, qu'est-ce qu'on va demander au Layer 1 ? Est-ce que le Layer 1, le Bitcoin, va passer plus de temps à vérifier des transactions Bitcoin ou à vérifier des vérifications de preuves ? Ça, c'est encore une fois... la réponse, c'est les mineurs qui décident. Les mineurs, historiquement, ils sont profit maximalistes. Donc, et c'est pareil dans le cas d'Ordinals. C'est-à-dire que Ordinals, ces gens-là voulaient absolument que leurs transactions passent. C'est pour ça qu'ils ont payé des fees énormes. Mais encore une fois, c'est un marché, les fees. Donc, si tu n'es pas pressé, tu n'es pas obligé de payer. Tu peux payer moins cher. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question ? Ouais. Mais c'est complexe parce que déjà, c'est impossible à prévoir. Voilà, les acteurs réagissent souvent, réagissent plus qu'ils n'anticipent. Mais les constantes, souvent, qu'on voit, c'est que les mineurs sont des profits maximalistes. Donc, si tu payes plus de fees, ils vont inclure ta transaction. Voilà. Et encore une fois, peu importe ta transaction, à partir du moment où elle est valide. Je crois que c'est la dernière slide. Donc oui, donc tout ce que j'ai dit sur Starknet, c'est valide technologiquement aujourd'hui sur Ethereum, ça ne l'est pas aujourd'hui sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Scrypt n'est pas aussi expressif. Et donc aujourd'hui, à l'état de la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui, il nous faudrait une mise à jour. Alors comme Opcat, qui permet, Opcat, c'est un opcode. Donc dans Scrypt, il y a que c'est des codes d'opération dans Scrypt. Donc si vous voulez faire des transactions, vous ne le verrez jamais, mais ce que fait le wallet de Bastien Phoenix, il écrit du script avec des opcodes. Par exemple, il y a un opcode pour vérifier une signature. Donc si Alice envoie à Bob du Bitcoin, ça veut dire que l'UTXO,
au niveau de son script de dépense, il y a un opcode qui va dire je vérifie la signature et je vérifie que cette signature, c'est bien celle de Bob. Voilà. Et donc ça, c'est un opcode. Et opcat, c'est un opcode qui permet de concaténer des chiffres et des lettres. Donc je prends A et B, je fais 4 et ça fait AB. Bon. Ça permet de faire des choses magnifiques en mathématiques, je vous passe les détails, mais ça permet par exemple de Starknet d'exister sur Bitcoin. Il faut me croire. Il y a d'autres mises à jour de Bitcoin qui nous permettraient d'exister sur Starknet, Starknet sur Bitcoin, donc il ne faut pas faire une fixette sur opcat, c'est juste que voilà, c'est cat, ça veut dire chat en anglais, donc c'est facile de dessiner un chat. Et donc, malheureusement, ça a été très popularisé pour ça. C'est aussi parce que c'est très versatile. Cat, juste le fait de concaténer des chiffres et des lettres, en fait, grâce à la beauté des mathématiques, ça permet de faire énormément de choses. Donc ça permettrait à Starknet d'exister, mais ça permettrait à plein de choses d'exister sur Bitcoin. Tellement beaucoup de choses qu'on ne sait même pas quoi. C'est impossible de dire ce que ça permettrait de faire. Voilà. C'est parce que c'est trop puissant, le fait de coller des chiffres et des lettres ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rejoindre pour qu'on continue la discussion avec nos autres amis développeurs? Donc déjà, juste pour continuer sur l'origine de Starknet, juste revenir un peu à l'origine de tous les projets, parce que Bitcoin, on a vu qu'il y avait un problème de scalabilité, donc il ne pouvait pas traiter toutes les transactions. Donc il y a eu... si trop de gens veulent utiliser Bitcoin. Exactement. Aujourd'hui, le mempool, il est quasiment vide, je crois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de scalabilité. L'humanité ne veut pas trop utiliser Bitcoin aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été vrai. Mais ça n'a pas toujours été vrai. Il y a une limite dans la quantité de transactions qui est possible avec Bitcoin, d'où l'idée de créer des couches supérieures pour pouvoir en traiter plus. Donc, peut-être Antoine, est-ce que tu peux nous dire l'origine de Lightning Network? Parce que le Bitcoin a été créé donc, par Satoshi qui a publié le code source. Il faut savoir justement que Lightning, qui est un réseau de canaux de paiement, à la base, c'est une idée de Satoshi, où il discutait avec un des premiers développeurs qui s'appelait Makern. Il disait, sur Bitcoin, on va avoir cette capacité à pouvoir remplacer les transactions, et on va pouvoir ouvrir une transaction, et on va pouvoir avoir des chaînes de paiement. Et donc, Satoshi qui balance cette idée 2011. 2013, en fait, 2012-2013, il y a des développeurs qui ont déjà développé une première version des canaux de paiement, mais ils étaient seulement dans une seule direction, alors que sur Lightning, ça va dans les deux directions. Alice peut faire des paiements vers Bob, et Bob peut faire des paiements vers Alice. Et en fait, en 2013, tout le monde s'en fichait de cette solution. Personne n'a vraiment été intéressé. Et c'est à partir de 2015, en fait, où dans le cadre un peu les gens se posaient, ça va être quoi le futur de Bitcoin et comment on va augmenter le nombre de transactions réelles, quel que soit le mode utilisé. Et il y avait si vous voulez, il y avait deux camps. Il y avait le premier camp, c'était on va faire des blocs plus grands, donc augmenter au-delà de la taille de 1 mégabyte. Et l'autre, il y avait une autre idée qui était les sidechains, où on va essayer de plugger des altchains sur Bitcoin. Et il y avait l'idée des canaux de paiement qui a été repris à partir de 2015, dont A5 était un des premiers participants au développement. Et donc, là où je voulais terminer, c'est que Satoshi a publié le code de Bitcoin, mais il n'y a pas eu de code de Lightning qui a été publié. Donc, il n'y avait pas de code de Lightning. Et il a juste dit vous pouvez éventuellement faire des canaux de paiement. Et c'était juste un ou deux mails qui ont été faits comme ça. Et c'est après que les gens ont écrit du code et qui ont utilisé Bitcoin Script pour faire des canaux de paiement. Donc Bastien, peut-être que tu peux élaborer sur comment toi t'en es arrivé à développer A5 qui a, lui, mis en ligne un code pour permettre d'utiliser Lightning comme Satoshi a mis le code source pour utiliser Bitcoin. Déjà, en fait, pour revenir un peu, dézoomer un coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'en fait, comme Antoine disait, au début, il n'y avait pas assez de gens qui utilisaient Bitcoin pour que cette transaction par seconde ce soit limitant. Donc en fait, tant que c'est pas limitant, pas besoin de faire autre chose en plus. Un des intérêts d'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant avec Bitcoin, c'est que le nombre de transactions qu'on peut mettre dans un bloc est uniquement dépendant de la taille que ça prend sur un disque dur, absolument pas du montant. Donc en fait, une transaction sur Bitcoin qui transfère 1 milliard de dollars ou qui transfère 10 dollars, elle prend la même place dans la blockchain. Donc en fait, en observant ça, les gens ont commencé à se dire, quand ils ont vu que potentiellement pouvait y avoir des utilisations de Bitcoin pour des paiements un peu du quotidien,
C'est-à-dire, en fait, à long terme, ce qui aura du sens, c'est que les gens qui vont vraiment faire directement des transactions Bitcoin, quand il y aura énormément de gens qui utiliseront Bitcoin et que donc on aura potentiellement le problème que si on veut que notre transaction passe, il faudra payer beaucoup de frais de transaction. Mais en fait, les gens qui feront directement les transactions sur Bitcoin, ce sera pour des très gros montants. Et donc, proportionnellement, les frais de transaction seront très bas. Et en fait, tous les gens qui voudront faire des paiements pour des petits montants, les frais de transaction sur Bitcoin vont se retrouver trop hauts. Leurs transactions, elles ne confirmeront jamais parce qu'il y a trop de gens qui font des grosses transactions. Donc, il leur faut un système qui leur permette quand même s'échanger des Bitcoins, mais pour des plus petits montants. Et donc, c'est là que les gens ont commencé à réfléchir à ces alternatives. Soit faire des blocs plus gros, mais faire des blocs plus gros, en fait, ça crée énormément de problèmes et ça ne résout pas le problème fondamentalement. Ça le déplace juste un peu à plus tard en fonction de à quel point on a besoin qu'il soit plus gros. Et donc, les deux alternatives qui restaient, connues, c'était ce concept de sidechain qui, au fond, ce qu'est Starknet, c'est faire une autre blockchain à côté, mais qui fait des échanges réguliers avec Bitcoin pour, en fait, faire plein de transactions pour beaucoup moins cher sur cette autre blockchain, tout en ayant régulièrement un petit checkpoint sur Bitcoin qui dit « Regardez, on a tout fait bien sur l'autre blockchain, vous inquiétez pas ». Et ça permet d'utiliser de manière plus efficace les transactions qu'on fait dans Bitcoin lui-même. Et l'autre approche qui est celle de Lightning, qui est complètement différente, c'est de dire on fait une fois une transaction pour créer ces canaux de paiement et ensuite on les réutilise à l'infini sans vraiment repasser par la blockchain. Et donc, À moins qu'on ait besoin de remettre de liquidité dans le chain. Oui, bien sûr, il y a des détails techniques. C'est très compliqué, les vrais détails techniques de comment on fait pour s'assurer que ça marche de manière sécurisée, parce que ça a quand même des avantages par rapport à faire directement une transaction Bitcoin, mais ça a aussi des inconvénients. Il y a des propriétés de sécurité et de vie privée qui sont légèrement différentes. Donc il y a plein de détails techniques qui sont complexes, mais à un haut niveau, en tout cas, c'est ça le principal différenciateur. C'est une transaction directement sur Bitcoin. Ce sera pour un gros montant où on n'a pas besoin que ça soit finalisé instantanément. On peut attendre quelques blocs, donc 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, que la transaction soit passée, par exemple pour acheter une voiture, la Maserati orange de Jean-Paul ou un yacht. Et par contre, quand on a besoin de faire une transaction plus petite, qui coûtera moins de frais de transaction et qui soit instantané pour acheter son pain ou son café, là, on va passer par un de ces layer 2, soit une sidechain comme Starknet, soit un système de canaux de paiement comme Lightning, ou potentiellement d'autres choses que d'autres gens vont penser à développer derrière avec des astuces malines de cryptographie. Et la façon dont Lightning ça a été développé, c'est qu'il y avait eu donc cette discussion au tout début, ces idées un peu lancées en l'air, mais il restait quand même beaucoup de détails pour que ça fonctionne vraiment et que ça n'ait pas de problème de sécurité, en fait. Et c'est en 2015 qu'il y a eu un papier de recherche de deux chercheurs du MIT qui proposaient... C'était pas MIT ? Oui, mais c'était au MIT Digital Lab, c'était du GI. Bon, c'est pas grave, c'est pas important pour la discussion. Mais un papier de recherche qui a été publié où ils proposaient un design de comment fonctionnerait un réseau de canaux de paiement sur Bitcoin en remplissant une bonne partie des détails qui n'avaient jamais été discutés et qui montraient que ça pouvait vraiment marcher avec le système de script qu'offrait Bitcoin. Et à ce moment-là, ces deux personnes ont dit c'est un papier de recherche, n'importe qui peut décider d'écrire du code pour ça et d'en faire un vrai logiciel qui fonctionne. Et donc là, il y a plusieurs startups et entreprises qui se sont créées, qui se sont dit nous, ça nous intéresse de vraiment faire ce truc-là. Comment est-ce qu'on va collaborer ensemble, qui se sont retrouvés à Milan en 2016, je crois, et qui se sont dit comment on fait pour créer un projet open source autour de tout ça, où on va tous contribuer pour créer ce nouveau protocole qui permet d'utiliser Bitcoin plus efficacement. Et depuis, on a avancé avec plein de contributeurs de différentes entreprises, de différents backgrounds, un peu partout dans le monde, pour créer le protocole qu'on utilise aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a énormément de wallets différents que vous pouvez trouver dans vos App Store qui vous permettent d'utiliser Lightning avec à chaque fois des avantages, des inconvénients différents. Il y a énormément de logiciels différents qui implémentent le protocole Lightning et on est en permanence en train de le mettre à jour pour ajouter des fonctionnalités, pour améliorer les performances et tout et tout. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube Surfing Bitcoin. On a eu Tadeusz Drija qui a été à l'origine de cette recherche et qui a expliqué justement un petit peu le parcours pour en arriver là. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est justement il y a eu un design qui a été proposé et qui a été implémenté par des personnes comme Bastien un peu partout et différemment. On a parlé ce matin que Bitcoin était donc pseudonyme et toutes les transactions étaient publiques. Et avec Lightning, on a des canaux qui sont plutôt privés. Est-ce que peut-être, Antoine, tu peux nous faire un petit point sur quel est le niveau de vie privée ou de transactions publiques qu'il peut avoir sur Lightning comparé à Bitcoin ? Et après, on passera...
Ouais. Alors, si vous voulez, sur Bitcoin, quand vous allez faire une transaction, vous allez avoir vos inputs et vous allez avoir vos outputs. Et toutes les personnes qui ont un nœud vont avoir les blocs et vont voir en fait le lien entre les inputs et les outputs. Alors, bien entendu, après, il y a des techniques comme le CoinJoin où vous pouvez mixer un peu les inputs et les outputs pour casser les corrélations. Sur Lightning, c'est complètement différent. Vous allez avoir un channel de paiement qui est ouvert, donc vous avez une transaction d'ouverture dans la chaîne. Et ensuite, toutes les transactions vont avoir lieu au-delà de la chaîne, entre Alice et Bob. Mais les transferts sont seulement connus de Alice et Bob. Et pareil, quand vous faites un paiement à travers tout le réseau, les transferts à travers tout le réseau ne sont connus que de point à point entre tous les liens. Donc ça, normalement, ça n'apparaît pas sur la chaîne. Et c'est-à-dire que quand le channel de paiement va être fermé avec une transaction de clôture, en fait, vous allez juste avoir l'état final des balances. Et vous ne saurez pas combien il y aura eu de paiements sur ce channel de paiement, du point de vue d'un observateur sur le premier layer. Et donc, en fait, vous avez un niveau, en théorie, de vie privée sur Lightning qui est bien plus élevé que la vie privée que vous avez sur Bitcoin. Et ça, si vous voulez, c'est natif à Lightning. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des techniques comme CoinJoin par rapport au layer 1. Donc, Adrien, sûr. Alors, Excusez-moi. Quand un canal est fermé sur Lightning, est-ce qu'on peut rouvrir, du moins rouvrir, au moins le relire plus tard? Ouais, on a des techniques comme le splicing, si Bastien veut l'expliquer, ou des choses comme ça. Parce que le principe des transactions Bitcoin, c'est que je peux relire moi les premières transactions du bloc Genesis, par exemple. Oui, mais justement, en fait, là, l'intérêt, c'est que on ouvre un canal de paiement tous les deux. On va faire une transaction Bitcoin qui, elle, va être dans la blockchain que tout le monde va voir, qui voit qu'on envoie l'argent vers quelque chose. Ils ne savent pas que c'est en fait vers nous deux. Ensuite, dans ce canal de paiement, on va mettre à jour, on va se faire des paiements, on va se faire 1 million de paiements où je vous transfère un peu d'argent, vous m'en retransférez, et ça n'apparaît pas sur la blockchain. Et au moment où on ferme le canal de paiement, on va juste dépenser sur la blockchain le coin, la pièce qu'on avait créée, créer une pièce à chacun avec l'état final de combien on a chacun, et tout ce qui s'est passé entre, ça n'apparaîtra jamais sur la blockchain. On ne pourra pas revenir antérieurement. On ne peut pas revenir en arrière, non. Et pour le lire. À moins qu'il y ait une réorg dans la chaîne. Oui, mais parce que c'est-à-dire le relire, qu'est-ce que vous voulez dire par le relire? Par exemple, moi, actuellement, si je veux revenir sur mes premières transactions, avec ma propre adresse, je relis tout. Ah bah, si, là, vous le verrez, vous l'aurez quand même dans votre base de données qui est juste à vous de vos paiements Lightning, mais ça ne va pas être partagé avec l'ensemble du monde. Ouais. D'accord. Ça, c'est juste vous et moi qui avons fait cette transaction entre nous. On l'aura dans nos bases de données à nous, mais c'est l'objectif. On ne le partage pas à l'ensemble du monde parce que comme ça, le monde entier n'a pas besoin de connaître toutes les transactions de chaque personne qui se paye l'un à l'autre. Et c'est ce qui permet. Si vous le perdez, je le perds aussi, c'est fini. C'est fini, mais en fait, c'est pas grave. On a juste plus l'historique de ce qu'on avait fait, mais on a le résultat final qui est qu'à la fin, on avait tant et tant. Par contre, en cas de désaccord entre Alice et Bob, et qu'il y a une clôture unilatérale de la chaîne, du canal de paiement, vous allez avoir la transaction d'état avec tous les paiements en cours, en fait, qui vont être publiés potentiellement sur la chaîne. Donc là, vous aurez potentiellement votre vie privée qui va être bien plus lisible que le cas où le channel de paiement reste coopératif d'un bout à l'autre. Et donc Adrien, donc vous améliorez un petit peu les fonctionnalités et la rapidité des blockchains sur lesquelles vous vous implémentez. Donc sans comparer aux blockchains dites privées, comment est-ce que vous améliorez la vie privée grâce à Starknet? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas très bien, donc c'est encore un sujet de recherche. Mais l'idée, c'est d'utiliser les mêmes techniques que les cryptos privés comme Monero et Zcash pour en fait juste réimplémenter les techniques que eux utilisent et les implémenter sur Starknet. Juste pour la petite histoire, un des co-créateurs de Zcash, c'est l'un des co-créateurs de Starknet. Donc c'est des gens qui sont assez familiers avec les techniques qui permettent de créer de la vie privée, de conserver la vie privée. Il n'y a pas de solution parfaite, il y a toujours des détails, il y a toujours il n'y a pas de solution parfaite, mais en tout cas on est dans du connu d'un point de vue technologique, étant donné que Zcash et Monero ont éprouvé que les différentes techniques qu'eux utilisent sont quand même valides et sont utilisées et apportent de la vie privée. Voilà, on est encore en train d'implémenter ça. Pour revenir à Lightning, il y a aussi le fait que quand on fait des hops entre
plusieurs acteurs pour payer Bob au final. Chaque hop connaît le pas d'avant, le pas d'après, et ça fait que il peut y avoir un intérêt à des gens qui aimeraient savoir ce qui se passe sur le réseau pour créer des nœuds, en fait. Et pour, justement, pas vraiment intercepter, mais juste être sur le chemin de plus de paiements possibles, pas dans le but de faire que Lightning est un réseau efficace et qui marche, mais dans le but de savoir ce qui se passe dessus. Donc voilà, voilà, donc c'est aussi un vecteur d'attaque ou un vecteur où on ne peut pas non plus garantir que toutes les personnes sur le réseau vont pas faire quelque chose de cette donnée. En tant que, donc, ça pose un peu de problème dans le sens où, quand on analyse Lightning d'un point de vue de ce graphe de tous les nœuds, on sait qu'il y a des nœuds qu'on considère comme, on va dire, vitaux, très centraux, vitaux, parce qu'ils ont des énormes capacités de paiement, et il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, donc, encore une fois, Lightning lui aussi bénéficie de plus Lightning sera décentralisé, mieux ce sera. Plus le nombre de nœuds sera important, mieux ce sera pour tout le monde. Parce que du coup, on empêchera un peu des acteurs qui voudraient savoir ce qui se passe dessus d'arriver et d'attirer toute la liquidité vers eux, et donc du coup de pouvoir tenir note de qu'est-ce qui se passe, même s'ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Mieux vaut ne jamais avoir de données plutôt que cette donnée soit enregistrée ou peut-être utilisée dans des années plus tard. Alors tiens, est-ce qu'il y a des solutions pour mitiger ces risques d'attaque? Parce que si j'ai bien compris, ces systèmes de hops, c'est ce qu'on appelle un routage par oignon, comme une couche d'oignon, où chaque couche de l'oignon ne connaît que la couche précédente et la couche suivante. C'est ce qui est utilisé dans le Tor, ce qui est utilisé pour le dark web, le onion routing. Est-ce que vous travaillez sur des solutions pour mitiger ce problème-là? Et deuxième question, est-ce que la concentration de la liquidité sur certains nœuds est un problème? Et si oui, comment y remédier? Alors, je ne sais pas à quel point ça vaut le coup d'aller en détail là-dessus, parce que c'est compliqué sans support visuel. En gros, donc... oui, il y a plein. En fait, tout ça, c'est très. Le diable est vraiment dans les détails là-dessus, parce que les attaques dépendent vraiment du détail de comment fonctionnent les paiements, comment fonctionne l'encryption. Donc ça dépend du type d'attaque. On est au courant qu'il y a en effet des limitations. Si on utilise Lightning de manière très naïve, on peut le faire de manière qui sera pas plus privée qu'un paiement Bitcoin tout simple. En fait, c'est beaucoup plus dur de quantifier à quel point un paiement sur Lightning est vraiment privé. Ça dépend de qui. En fait, tout est une question de qui on essaie de se protéger. Parce que faire des paiements le plus privé possible, c'est possible, ça va juste coûter plus cher. Il suffit juste, par exemple, dans Lightning, qui est ce système de canaux de paiement, où on passe à travers différents canaux pour faire des paiements, plus on prend un chemin qui est long, plus on passe par un nombre de canaux différents, plus, en fonction de la manière dont c'est fait, plus c'est privé. Parce qu'on s'éloigne, on prend des détours entre nous et la personne à l'arrivée. Mais ça peut aussi être fait de mauvaise manière. Je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a certains nœuds sur Lightning en fait, qui font ces attaques de dénomisation, mais seulement pour optimiser leur taux de succès de routage. Et donc, ouais. Et donc en gros, je trouve que ça demanderait d'aller un peu plus en détail vraiment sur comment fonctionne Lightning, qui demande quand même une présentation en lui-même. On a fait pas mal de présentations sur Lightning aux différentes éditions de Surfing Bitcoin, par exemple, et dans d'autres conférences. Donc là-dessus, je pense que vous pourrez trouver, si ça vous intéresse, pas mal de ressources en ligne. Mais en gros, l'anonymat sur Lightning, c'est une question qui est compliquée. Il n'y a pas de blanc ou noir, c'est différents degrés de gris. Et on travaille sur différentes solutions pour que les utilisateurs, en fonction d'à quel point ils sont prêts à payer plus cher pour faire des transactions plus privées, que ça puisse automatiquement le faire pour eux. Mais c'est pas une question aussi simple que de dire j'active privé, pas privé. De la même manière qu'utiliser Tor, c'est pas nécessairement si privé que ça en fonction de comment on l'utilise. Donc la vie privée sur Internet, c'est compliqué parce que on envoie quand même des données
partout, que n'importe qui peut écouter et peut stocker et potentiellement un jour décrypter. Donc c'est compliqué d'avoir une réponse oui-non sur à quel point est-ce que c'est privé un paiement ou un échange sur Internet. Et juste avant de passer aux questions du public, donc le Lightning, on a vu que c'était une solution de paiement. Donc vous pouvez utiliser au shop Surfing Bitcoin, vous pouvez utiliser le Lightning Network pour payer directement vos achats rapidement, à la vitesse de l'éclair. Mais aujourd'hui, qui utilise vraiment le Lightning Network? Est-ce qu'il y a un vrai usage? Est-ce que c'est juste un projet? Est-ce qu'il y a du volume, du trafic? Et qui l'utilise? Nous, en tout cas, on voit un usage de notre... Ce qui est intéressant, c'est que les seules données qu'on a, c'est les données des gens qui utilisent notre logiciel à nous. Mais donc, on n'a qu'une partie des données. On ne voit pas les paiements de tous les gens qui utilisent d'autres choses et qui ne passent pas par notre partie du réseau, en gros. Et c'est une bonne chose. On n'a pas envie de voir les paiements de tout le monde. Mais, et surtout, en fait, on ne voit qu'une partie du bout de ces paiements. Mais donc, nous, on voit que l'utilisation de notre wallet, elle croît en gros linéairement depuis 2019. Le volume de paiement, la quantité de paiements et le montant de ces paiements total croît assez linéairement. Donc on voit, je trouve ça bien parce que je pense pas que personne s'attende à une adoption en courbe exponentielle, start-up américaine de graphes qui font plaisir à des investisseurs. Mais une croissance linéaire, ça me paraît plus raisonnablement montrer une utilisation réelle de gens qui découvrent petit à petit que c'est une technologie qui répond à un problème qu'ils ont réellement et qui commencent à l'utiliser à leur niveau. Et la plupart des gens qui utilisent beaucoup Lightning de nos jours, c'est toute la partie du monde qui n'a pas accès à un compte en banque. C'est quand même une partie énorme du monde, parce qu'en fait, dès qu'on a du mal à avoir une carte d'identité parce qu'on est dans un pays pauvre ou pourri, ou alors qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir un compte en banque, on n'a aucune solution de paiement aujourd'hui à part les crypto-monnaies, parce qu'en fait tous les Lydia, les Revolut, où on a l'impression que c'est en fait des alternatives, non, c'est des comptes en banque qui ont les mêmes contraintes et donc qui vont refuser tous les clients qui n'ont pas assez de revenus ou des problèmes de carte d'identité parce qu'ils sont dans un pays où la moitié des gens n'ont pas de carte d'identité. Et donc en fait tous ces gens-là, ils découvrent aujourd'hui que les crypto-monnaies, Bitcoin et le réseau Lightning, ça leur permet en fait d'éviter d'avoir du cash qu'on peut leur voler facilement, qui leur demande quand ils doivent payer des factures d'aller potentiellement prendre un bus et faire une demi-heure de bus pour juste donner physiquement du cash à quelqu'un, alors qu'ils ont tous accès à un téléphone qui peut se connecter à Internet et faire des transactions Bitcoin qui ne demandent quand même pas beaucoup de bande passante. Donc nous, on voit que c'est beaucoup l'Amérique centrale et du Sud, beaucoup l'Afrique, beaucoup une partie de l'Asie et du Moyen-Orient, et ensuite Europe, États-Unis, Canada, les pays plus développés qui ont en fait déjà un système bancaire assez stable, l'utilisent moins, l'utilisent plus par conviction que par besoin. Mais il y a tous ces pays-là, par contre, qui en ont besoin, et on voit que ça prend petit à petit et que les gens l'utilisent réellement au quotidien. Et il y a même des gens qui arrivent, alors avec... la solution n'est pas parfaite, encore une fois, mais qui arrivent à contrôler, à être sur Lightning, même sans avoir Internet, juste avec des protocoles de SMS. Donc, qui permet dans des régions super reculées, avec des téléphones qui ne sont pas forcément le dernier iPhone, de pouvoir faire des paiements Lightning. C'est juste que, en fait, on va instruire via SMS des wallets Lightning de faire tel ou tel transfert. Donc, il faut avoir un petit peu confiance que la personne, le service qu'on utilise, il fonctionne, il marche, il est allumé, mais ça permet, on permet la barrière technologique est très très faible. Et donc, comparé aux banques, au réseau Visa, etc., on est sur quelque chose où la barrière d'entrée est en fait nulle. Enfin, il suffit d'avoir un téléphone qui peut envoyer des SMS pour pouvoir faire des transferts de Lightning. Donc c'est vraiment, je pense, des cas d'usage de comment la technologie, encore une fois, peut libérer l'utilisation de monnaies digitales, mais surtout des monnaies qui ne sont pas contrôlées par des États, etc. On a le temps pour une question. Admettons, j'ouvre sur Lightning un canal avec quelqu'un. Qu'est-ce qui sécurise et fiabilise l'information au sein de ce canal? C'est quoi le modèle de sécurité, sachant qu'on n'est pas on-chain et que du coup c'est que via ce réseau de canal? On a combien de temps? Voilà, c'est ça. Si tu as 2 heures devant toi, je peux te détailler tout ça. Mais en gros, alors,
le concept à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un transfert dans un canal, ce qu'on se transfère comme information pour valider ce paiement, c'est qu'on va chacun se contresigner une vraie transaction Bitcoin qui permettrait de récupérer le vrai état de qui a combien d'argent. Et donc en fait, si l'autre personne disparaît ou triche, c'est parce que tout bêtement aussi, tu peux ouvrir un canal vers quelqu'un, cette personne, elle disparaît parce qu'elle a perdu son ordinateur, elle a perdu l'info, bah, faut quand même que tu aies un moyen de récupérer ton argent. Donc en fait, en permanence, ce qu'a ton logiciel, c'est il a en permanence des transactions Bitcoin qu'il pourrait publier, s'il voulait, qui lui permettent de récupérer l'argent et de rétablir sur la blockchain la réelle répartition des fonds. Mais tant que tout va bien et que les deux sont honnêtes, au lieu de les publier, bah, on continue à juste les mettre à jour, juste entre nous deux, parce que c'est plus efficace, ça permet de ne pas utiliser la blockchain et donc de payer moins de frais de transaction et d'être instantané. Mais en permanence, tu as toujours une transaction Bitcoin pré-signée, prête à être publiée, mais que tu choisis de ne pas publier, parce que c'est plus efficace de rester dans le Il canal. faut savoir aussi que les vieilles transactions sont ce qu'on appelle révoquées. Donc tu vas donner un secret qui permet à ta contrepartie que si tu triches, elle va pouvoir te punir et confisquer tous les fonds. Et en fait, si tu veux, ton nœud Lightning, il va en permanence surveiller la chaîne de blocs pour voir que s'il y a une ancienne transaction qui a été révoquée, qui a été publiée par ta contrepartie, alors c'est la preuve qu'il y a une triche. Et donc, elle va en réaction, inclure dans la chaîne ce qu'on appelle une justice transaction pour confisquer les fonds. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête que le modèle de sécurité de Bitcoin, il est prophylactique, dans le sens que si un bloc qui est invalide, il ne va pas être ajouté sur la chaîne de blocs. Le modèle de sécurité de Lightning, il est réactif. C'est-à-dire qu'il n'y a que seulement ton nœud, dans toute l'industrie de Bitcoin, qui va être en charge de punir le channel de paiement si ta contrepartie triche. Le canal de paiement, c'est Bon, il me semble qu'on a Jonathan juste après, mais je ne le vois pas. Donc on va profiter de la scène et on va continuer avec une petite question. Excusez-moi, j'avais juste une petite remarque. Merci pour la présentation. C'était simplement pour rappeler un point vocabulaire. On utilise souvent le mot scalabilité, mais il y a peut-être des personnes dans cette salle qui ne savent pas ce que ça signifie. En fait, c'est échelonné en français. Voilà, donc peut-être que ça aidera certaines personnes à mieux comprendre. Voilà. Merci. Donc j'ai juste une petite question pour toi, Adrien. Donc, si on a bien compris, vous avez Starknet qui est là pour traiter des transactions et les valider sur une chaîne principale type Ethereum et Bitcoin. Mais est-ce que vous avez un réseau Starknet pour Ethereum, un réseau Starknet pour Bitcoin, ou est-ce que c'est exactement le même réseau qui traite les mêmes transactions et comment est-ce que vous gérez en fait le fait d'être un réseau au-dessus de plusieurs réseaux différents? C'est encore débattu, mais on va faire du mieux possible pour séparer les gens qui sont maximalistes d'un point de vue de Bitcoin pour qu'ils n'aient pas à faire confiance que Ethereum marche comme Ethereum devrait marcher. Donc, mais si vous voulez suivre ces conversations, dites-moi. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que on puisse utiliser, il y ait vraiment une partie dans Starknet qui soit réservée aux Bitcoiners, une partie de Starknet qui est réservée aux Ethereans, et ceux qui veulent composer pourront composer. C'est-à-dire que si on veut faire des choses au-dessus des deux, on pourra faire. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intense. Donc je pense qu'on va prendre une petite pause. Et bien sûr, si vous voulez continuer la discussion après, vous pouvez nous revoir un peu plus tard.